Je te laisse te présenter et présenter Querio. Vas-y, Bah Thibaut. oui, tout à fait. Donc, du coup, enchanté tout le monde. Je suis Thibaut Rayan, président cofondateur de Querio. Je vais prendre 2 petites minutes juste pour vous présenter l'entreprise et que vous puissiez bien savoir qui nous sommes et ce que nous faisons. Et je suis donc du coup accompagné d'Adrien Bure, qui est notre directeur technique et CTO et également cofondateur de Querio. Donc, Querio, qui sommes-nous? Pour faire très simple, on est un intégrateur pure player Microsoft. On travaille principalement sur le sujet de la digitalisation des métiers au travers du low-code, donc tout ce qui est Power Platform, hein, et de l'intelligence artificielle qui est extrêmement liée maintenant dans l'offre Microsoft avec le low-code, notamment tout ce qui est Copilot Studio pour ceux qui connaissent déjà. Notre autre métier, c'est également tout ce qui est digital workplace et les usages collaboratifs. Et là, on va retrouver notamment tout ce qui est Microsoft 365. Et globalement, on va utiliser l'ensemble de cette plateforme pour accompagner nos clients dans leurs projets de transformation digitale. Et enfin, on a également une composante sécurité ou sécurisation des environnements IT. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a de manière transversale et dans lequel on vient rattacher typiquement les sujets de type gouvernance, Power Platform, Microsoft 365 ou encore IA. Pour nous, ça fait partie des sujets de sécurisation. Tu peux mettre la slide suivante si tu veux bien, Adrien. Donc, je vous disais, hein, on est partenaire Microsoft. Alors, c'est important et intéressant parce qu'on est partenaire managé de l'éditeur. On travaille directement avec Microsoft France, mais également US. Plusieurs certifications, on a de nombreuses certifications et on est aussi dans des programmes particuliers, notamment au niveau de l'IA et du low-code, qui nous permettent pour un certain nombre de nos clients de bénéficier de financement Microsoft pour découvrir en profondeur tout ce qui est low-code et IA. Tu peux mettre la suivante, Adrien. Quelques exemples de clients et ils ne sont pas tous présents. Donc, on intervient notamment dans le segment des ETI et des grands comptes et aussi un peu côté PME. Nos clients sont nationaux et internationaux, notamment du côté de l'Afrique où on a pas mal de clients internationaux qui opèrent et qu'on accompagne sur différents pays. Et enfin, on est basé, et ça je ne l'avais pas précisé, sur Strasbourg-Paris et on est en train de développer également nos activités en Tunisie pour nos projets en Afrique, mais également pour quelques clients qui souhaitent faire de l'offshore avec nous. Tu peux mettre la suite et je crois que j'en ai fini. 2 minutes, top chrono. À toi, Adrien. Et ton micro est coupé si jamais. Merci beaucoup, Thibaut. On va commencer par une petite introduction. Alors, le but du jeu, hein, c'est pas de faire une redécouverte de la Power Platform, hein. On est déjà là pour la mettre en sous-gouvernance. Ensuite, on va voir un peu comment ça se passe très concrètement. Et puis après, on va ouvrir sur des sujets un petit peu avancés, toujours liés à la gouvernance, voire même à l'agentique. Donc, on se rappelle, hein, la Power Platform, c'est la boîte à outils low-code de Microsoft, hein. Donc, vraiment, on le considère comme une boîte à outils. On va pouvoir créer des applications, des portails extranet avec Power Pages, des agents, on va dire que ça le vend en poupe en ce moment, des rapports avec Power BI, des process, des robots avec Power Automate, avec IA Builder, on va retrouver l'intelligence artificielle au sein des processus, hein, OCR et compagnie. Et également, on a de la donnée puisqu'on a Dataverse, hein, qui nous sert de base de données. Donc ça, c'est notre grosse boîte à outils. Cette boîte à outils-là, on va avoir une large palette d'usages, hein. On va avoir des usages qui vont être possibles par les métiers, et on en reparlera. C'est les citizen dev ou les makers, hein, notamment des process d'approbation, des robots, des applications, des formulaires de saisie. Et puis après, pour les métiers, donc là, c'est généralement fait par des professionnels du développement, des vraies applications mobiles riches avec un mode déconnecté, des applications multiprocess, des agents, des robots, et ainsi de suite. Le sujet du jour, c'est que cette plateforme-là, et Microsoft vous l'inclut dans M365, hein, finalement, cette plateforme-là, c'est une véritable plateforme d'entreprise. Donc, il faut veiller à sa configuration, à sa sécurité, à la capacité à observer, et aussi à la mise en place de rôles et de responsabilités, de process.
Et vous le savez, rien n'est gratuit dans la vie. Il y a une partie de la Power Platform qui est effectivement incluse aux licences Microsoft 365, mais on le verra, il y a pas mal de choses qui nécessitent des capacités ou des licences additionnelles. Je pense notamment à l'agentique dans certains cas, ou au stockage de données tout simplement. Et donc, il y a forcément un aspect FinOps, donc comment je finance tout ça, et comment je le refacture, et comment j'évite les dérapages de coûts. Et donc, tout ça, c'est vraiment le sujet du jour. Alors, je vais quand même introduire avec deux, trois concepts clés importants pour la compréhension de la suite. Déjà, la Power Platform, il faut le savoir, il y a un centre d'administration dédié. Donc, ça veut dire qu'il faut un administrateur Power Platform. Et il y a plein de menus. Donc, il y a une formation, il faut le prendre en compte. Voilà, c'est important. Ensuite, la Power Platform, c'est pas une sorte de boîte où on va y mettre toutes ces applications, ces données. On a la capacité de créer des environnements. Et donc, l'idée, c'est de créer des environnements pour segmenter vos données et vos applications. On n'a pas envie de faire cohabiter typiquement une solution RH de gestion des entretiens annuels avec la petite solution de commande de stylo de gomme d'un métier sur un site particulier. D'accord ? Donc, les environnements, ça vous permettra de l'isolation. Également, la Power Platform, elle a beaucoup de connecteurs. Donc, c'est pour communiquer avec l'extérieur de la Power Platform. Donc, ça, c'est pour le meilleur et pour le pire. Il y a des connecteurs comme envoyer des mails, des messages Teams, etc. Mais il y a aussi des connecteurs pour aller attaquer des bases de données et il y a des connecteurs pour travailler avec Dropbox, Gmail et faire ce qu'on n'aime pas, le Shadow IT. D'accord ? Je vous l'ai déjà dit, il y a deux familles d'usagers, les pros, les citizens, c'est important. La Power Platform, c'est du low-code, donc elle est accessible à quelques utilisateurs métiers qui se sentent, on en reparlera, capables de créer des choses. Ils n'ont pas les mêmes attentes, ils n'ont pas les mêmes dérives, donc on traitera ça un petit peu de deux manières différentes. Je vous l'ai dit, c'est pas toujours gratuit, donc il y a des licences utilisateurs. Moi, Adrien Bure, j'ai une licence Power Machin, ou des capacités. J'ai créé un agent qui consomme des crédits. La DSI n'est pas forcément condamnée à tout payer sans regarder ce qui se passe. C'est pas le but du jeu. On peut refacturer et à chaque fois, on va essayer de s'assurer du ROI de chacune des applications. D'accord ? Un dernier point qu'on n'adressera pas forcément aujourd'hui, mais je voulais quand même en parler. Le low-code, c'est bon pour le time to market, oui, sauf si vous passez plus de temps à décider, préparer qu'à développer. D'accord ? Dans le mindset, et ça fait un peu partie de la gouvernance, si je veux mettre en place vite des solutions, il faut que je sois capable de vite décider. D'accord ? Donc ça aussi, il y a une approche process après, et comment j'inscris la plateforme dans mon environnement, c'est important. OK ? Alors, comment adresser ces sujets-là ? Je vous propose un petit vie ma vie, globalement. Qu'est-ce qui se passe quand j'arrive chez un client qui me dit, voilà, nous, on voudrait reprendre le contrôle de notre Power Platform. Donc voilà, moi, Adrien Bure, 40 ans, architecte Power Platform. La première étape, généralement, c'est de découvrir l'entreprise. D'accord ? Donc, notre Contoso du jour, je vous donne juste l'ordre d'idée de ce qu'on rencontre fréquemment. C'est Contoso, c'était l'entreprise virtuelle de Microsoft, donc c'est une entreprise factice. Quelques milliers de collaborateurs, fréquemment, c'est ce genre d'entreprise qui commence à se pencher sur sa gouvernance. Équipé de licences M365, c'est assez fréquent, et parfois déployé, imaginons, à marche forcée lors du Covid. Alors, ça, c'est important de savoir aussi. La Power Platform en 2018-2019, c'était pas grand-chose, personne s'en préoccupait réellement. D'accord ? Lors du Covid, on a beaucoup déployé du M365 et en fait, insidieusement, on a aussi déployé la Power Platform puisque Microsoft aime bien les trucs en libre service. D'accord ? Au sein de cette entreprise, on a souvent quelques utilisateurs bricoleurs, pas tous, je vous rassure. Et puis, on a des directions métiers qui sont parfois impatientes, qui prennent les devants et finalement, qui vont commencer à utiliser la Power Platform pour faire des choses. D'accord ? Et là, souvent, c'est un petit peu le drame, c'est-à-dire, on a la première demande de support à la DSI et là, on se dit, mince, comment on va les aider ? Est-ce qu'on va leur donner accès ? Est-ce qu'on va répondre à leurs demandes ? Et donc, c'est ça qu'on vise notamment à adresser par le biais d'une gouvernance. Okay ? Donc, généralement, l'étape 1, c'est la base, on fait un audit de configuration en compagnie de l'administrateur Microsoft 365 et on se rencontre régulièrement, c'est pas une critique, c'est parfois la première fois qu'il jette un œil au centre d'administration Power Platform. D'accord ? Donc, évidemment, lors d'un audit de configuration, à un moment donné, on va se poser la question de est-ce que l'admin connaît bien l'outil, etc. Et on se rend compte souvent qu'il y a aussi de la formation à faire. D'accord ?
Deuxième chose, lors de l'audit de configuration, si on le fait ensemble, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont en libre service. Vous savez, Microsoft aime bien laisser la latitude aux utilisateurs de venir piocher dans les outils, hein, c'est sur étagère. Et donc tout ça, on n'a peut-être pas envie de le laisser en libre service. D'accord? Donc l'audit de configuration, c'est important parce que derrière, on va réfléchir à la philosophie qu'on veut mettre à la plateforme. Et en vrai, c'est assez vite fait, hein, l'audit de configuration. C'est en 2-3 heures, on a comblé un bon nombre de trous. Mais il faut y revenir régulièrement. D'accord? Quand vous configurez votre plateforme, n'oubliez pas que Microsoft sort des nouvelles fonctionnalités et elles sont en libre service, logiquement. OK? Donc, l'audit de configuration, c'est la base. Après, il y a la deuxième étape, généralement, on va essayer de s'offrir de la visibilité. D'accord? Et pour ça, on a notamment un outil qui s'appelle le SEO Starter Kit. Alors ça, c'est un indispensable de la plateforme. D'accord? C'est un outil d'inventaire et de supervision créé en Power Platform pour la Power Platform. Donc, c'est-à-dire que c'est un outil qui est créé avec des briques Power Platform, qui va inventorier tout ce que vous avez, vos environnements, les solutions qu'il y a dedans, qui fait des solutions, qui les utilise, et qui va vous permettre d'avoir à la fin, finalement, ce super dashboard. Alors, il y en a plein. On va y montrer quelques-uns. Et là, on se rend compte en général qu'il y a déjà un certain nombre d'apps, un certain nombre de workflows, et on va aussi voir à quoi sont connectées finalement toutes ces solutions-là. D'accord? Donc là, je me rappelle, hein, mon compte Ozo, il a déployé M365 il y a plusieurs années, il ne s'est pas préoccupé de sa Power Platform, et en fait, il y a déjà de l'usage. C'est ce qu'on appelle un déploiement viral. D'accord? Ça, vous voyez, ces courbes-là, c'est des courbes de déploiement viral que le SEO Starter Kit nous permet d'observer. Je sais que certains de nos clients vont tout verrouiller dès le départ, mais ceux qui ne l'ont pas fait, en général, ils vont constater cette sorte de courbe, vous voyez, généralement, qui va grossir aux alentours de 2020, où les gens vont commencer de plus en plus à essayer le bouche à oreille et ils vont s'approprier le déploiement Power Platform. Donc, un des enjeux de la gouvernance aussi, c'est de remettre des règles autour de tout ça et de venir contrer ce déploiement viral sans forcément le brider, parce qu'on va voir, il y a des gisements de ROI très importants là derrière. D'accord? Vous ne laissez pas tromper hein, par la courbe, hein, on a l'impression que 2026, c'est fini. Non, c'est juste qu'on n'a pas les chiffres 2026, et donc le graphe finit en descente. OK? Voilà. Donc là, on a généralement le SEO Starter Kit, c'est le moment où on fait de très belles découvertes. On se rend compte qu'il y a quand même un paquet d'applications. On se rend compte que toutes les applications sont dans un même et unique environnement. Voilà, l'environnement qui s'appelle Default. OK. Donc ça, forcément, on a vu beaucoup de clients, voilà, qui, en fait, on ne sait plus trier ce qui est des tests, etc. Donc là, il y a du travail. On découvre une application qui est utilisée quotidiennement par 57 collaborateurs. D'où ça vient? Qu'est-ce qui se passe? Donc pareil, est-ce qu'il y a un gisement de ROI à aller attraper? Et ça, on en découvre plusieurs. Et puis, on trouve un gars qui copie tous ses mails dans un Dropbox, ses mails pro dans un Dropbox perso. Et là par contre, c'est un peu moins drôle en général. D'accord? Ça veut dire qu'on a quelqu'un qui est en train de faire de l'évasion de données. Je peux créer un flux Power Automate, je peux utiliser le connecteur de Dropbox, et je me fais un flux d'évasion. D'accord? Donc là, on a l'aspect sécurité qui est illustré à ce moment-là, où c'est pas bon du tout. D'accord? Et puis, très rigolo, il y a même un modèle IA qui consomme tous nos crédits, hein, puisque les crédits inutilisés peuvent être récupérés par un maker par défaut. Toutes ces situations-là, on en a vécu une grande variété. Hein, c'est ça que le SEO Starter Kit va mettre en évidence. Et c'est ça derrière qu'on va essayer de reprendre en contrôle de manière efficace. D'accord? Alors, une fois qu'on s'est dit ça, on a fait des constats. Maintenant, il y a l'étape 3, généralement, c'est de mettre en place les 3 premiers chantiers. D'accord? Les 3 premiers chantiers, c'est quasiment toujours les mêmes. Ça ne dépend pas de votre taille, ça ne dépend pas de votre degré d'adoption ou de vos ambitions, etc. C'est, je définis une stratégie d'environnement, une convention de dommage qui va isoler les applications ou les groupes d'applications par métier, par typologie d'usage, etc. On ne mélange pas les données RH et les applications RH avec les données finance, avec les... D'accord? Première étape. Sur ces environnements, on va appliquer ce qu'on appelle la data loss protection. Vous vous rappelez le gars qui exfiltrait tout sur Dropbox? Dropbox, c'est interdit. D'accord? Donc, on va pouvoir bloquer des connecteurs
de tout ce qu'on veut pas voir, des interactions avec des outils non pilotés par l'entreprise, etc. Et donc, on va aller dire, pour tel environnement, j'autorise tel connecteur. Donc, parfois, les développeurs, ils ont des environnements qui autorisent plus de choses. Et les métiers, on va leur donner un environnement qui autorise moins de choses. Un métier n'a pas à se connecter à une base SQL. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça. Ça n'a rien à voir, la DLP, Data Loss Protection Policy, avec Purview. Là, c'est vraiment j'ouvre et je ferme des robinets. D'accord? J'ouvre et je ferme des robinets proprement. Et puis voilà. Et puis le troisième incontournable, ça va être le RACI, en un mot, qui fait quoi? Quand j'opère une plateforme, c'est qui l'administrateur? Souvent, on me dit c'est l'administrateur M365. Oui, mais est-ce qu'il est formé? Oui, mais est-ce qu'il sait opérer les demandes qui vont lui avoir? On a vu qu'on a des beaux indicateurs à suivre. Qui va les suivre? On a dit qu'on veut fermer les robinets. Qui va valider les robinets à garder ouverts, les robinets à garder fermés? C'est le RSSI en général. Le responsable cyber ou autre. Voilà. Qui a la responsabilité aussi de maintenir les solutions? Alors ça va être le débat le plus épineux du RACI. Si vos métiers bricolent des choses, qui va les maintenir? Ce débat-là, je le laisse pour un peu plus tard, mais au-delà de sécuriser la plateforme, de reprendre le contrôle, elle va être utilisée. Et qui va s'occuper de ceux qui utilisent? D'accord? On reviendra sur ce sujet-là. Moi, j'ai mon avis. Ce sera à vous de faire le vôtre. OK? Donc ça, une fois que ces chantiers-là sont faits, en général, là, on est en mode chat perché. C'est-à-dire, déjà, c'est à peu près plus propre. On sait qu'on n'a plus de fuite. Par contre, on a encore un grand nettoyage à faire. D'accord? On a un grand nettoyage, avec ou sans violence. Moi, je connais deux écoles. Il y a ceux qui ferment, et puis les gens râlent, et puis ils rouvrent éventuellement, ou alors ils leur disent c'est comme ça, c'est la vie. Le nettoyage sans violence, c'est de communiquer, de prendre contact avec les makers, etc. C'est forcément plus long, plus fastidieux, mais il y a peut-être plus de valeur derrière. D'accord? Donc ça dépend de votre situation. La formation des administrateurs, les désignés volontaires, donc les administrateurs qui nécessitent souvent une formation. Le centre d'admin, il est riche. Il y a de quoi faire, il y a des concepts à appréhender, donc voilà. Et un autre travail également, c'est la formalisation des demandes et des procédures. Je vous ai dit, voilà, nous on est côté RH, on voudrait se doter de quelques solutions. Voilà, écoutez, on vous met en place un environnement, donc il y a un besoin de créer des demandes. D'accord? Je veux un environnement, je veux développer une solution, est-ce que j'ai le droit? Je veux poser des questions. Donc là, généralement, dans votre outil de ticketing, vous rajoutez un certain nombre de nouvelles demandes et vous allez industrialiser finalement cette partie-là. D'accord? Voilà. Et puis après, selon vos enjeux, en fait, c'est à décliner selon votre gouvernance, voilà, selon les populations que vous allez vouloir adresser. On va le voir après. Il y a des entreprises qui disent, moi, les citizen dev, je suis pas prêt, donc pour l'instant, on va brider à fond leurs usages, leur dire, etc. D'accord? Donc ça, après, il y a une question aussi de stratégie de qu'est-ce que je veux faire avec la plateforme. OK? En ce moment, avec l'IA, on se rend compte qu'il y a certains clients qui veulent surtout déployer Power Platform pour créer des agents Copilot Studio, par exemple. OK? Ça se fait. Il faut juste l'avoir en tête quand on conçoit sa gouvernance. OK? Voilà. Alors, ensuite, je vous ai dit, il y a les pros et il y a les citizen dev et les makers. Alors, généralement, les développeurs professionnels, ceux qui vont créer des solutions chez vous, vous avez par exemple une Digital Factory en interne qui se dit « Moi, je ferais bien un peu de low-code de temps en temps pour couvrir certains sujets. » Vous avez des filiales qui travaillent déjà sur la Power Platform et qui ont leurs développeurs. Et bien là, pour s'occuper des pros, généralement, les chantiers de base, c'est mettre des normes et bonnes pratiques de création d'applications, définir le processus d'ALM, parce que oui, c'est pas parce que c'est du low-code qu'on peut pas avoir un environnement de dev, un environnement de recette, un environnement de prod, d'accord? On peut également outiller ce déploiement. Alors pour les petites solutions, on peut prendre une solution, la déployer en recette, prendre une solution, la déployer en prod, mais pour des solutions plus larges ou plus industrialisées, on peut tout à fait l'outiller avec ceux qui connaissent, les pipelines CI/CD, avec Azure DevOps notamment. On peut très bien gérer ses sources de solutions, etc.
D'accord? Et les professionnels, on va aussi tenter de les inciter à créer des bibliothèques de composants. OK? Donc voilà. Alors, je vois que William lève la main. Il y a une question effectivement sur la partie pipeline CICD. Donc, il y a des éléments qui disparaissent ou qui ne sont pas pris en compte dans la publication de la dev à la prod. Alors, normalement, non. Je pense que là, il faudrait juste préciser, moi, dans la conversation, ce que vous utilisez, est-ce que vous utilisez Environnement Manager, est-ce que vous utilisez GitLab ou est-ce que vous utilisez Azure DevOps? Et je vous répondrai après, on en discutera après. OK? Dites-moi juste ces petites informations. Voilà. Donc, les pros, voilà, c'est ce genre de questions-là sur lesquelles il va falloir s'attarder et mettre en place un pipeline, l'essayer, essayer de résoudre ce genre de soucis. OK? Après, pour les citizen dev, ça va être vraiment différent. D'accord? Le citizen dev, c'est quelqu'un des métiers, hein, on va en discuter après. Le citizen dev, c'est quelqu'un des métiers qui va développer, qui va se approprier la plateforme. Donc forcément, on va communiquer sur les possibilités. D'accord? On lui dit, tu as le droit de faire ça, par contre, tu n'as pas le droit de faire ça. Il y aura des règles. Donc un citizen dev, généralement, pour couvrir une population, on met en place un portail, idéalement une communauté où on va les réunir, on va leur demander de s'inscrire. S'ils s'inscrivent, on leur donne les clés pour développer des solutions et on leur donne les bonnes règles, les bonnes pratiques, autant que faire se peut. Il est clair qu'un citizen dev de base n'est pas aussi bon qu'un développeur professionnel, ne suivra pas toutes les règles, on le sait, c'est accepté, il faut savoir l'accepter. D'accord? Aussi, pour les citizen dev, généralement, on va construire des automatismes de gouvernance. Par exemple, il y a des applications qui sont inutilisées, qui sont orphelines, on les nettoie après validation. Quelqu'un crée une application sur votre plateforme, il va recevoir un mail, on va lui demander des informations complémentaires. Pourquoi tu fais ça? Est-ce qu'il y aura de la donnée sensible? Est-ce que ton manager est au courant? Est-ce que tu connais un copropriétaire de ton application? S'il ne répond pas, on lui désactive son application. D'accord? L'idée étant que quand on a plein de monde autour, effectivement, on soit en capacité, malgré tout, d'éviter la prolifération que je vous ai montrée sur les différents schémas. D'accord? Donc voilà. OK. Ensuite, il y a les modèles de solutions. Ce que le Citizen Dev souvent oublie de faire, et c'est bien normal, il ne crée pas une solution Power Platform. Donc généralement, on lui donne un modèle de solution. Et une des règles d'or, c'est tu pars du modèle et tu commences là-dedans. Résultat des courses, avec cette approche, il sera dans une solution, on pourra toujours la reprendre, la packager, la déployer si jamais elle devient un petit peu grande. Okay. Et dernier point, c'est les matériels d'apprentissage, hein, tout ce qui est support de formation, e-learning, Microsoft a plein de choses là-dessus. Donc c'est autant en profiter. D'accord? Donc ça, c'est pour notre citizen dev. Mais le citizen dev, il faut se poser déjà avant de se projeter là-dedans. Hein. Avant de se projeter là-dedans, vous pouvez faire des process comme vous voulez, mais qu'est-ce que vous voulez en faire? En fait, c'est qui les citizen dev? Comment vous les considérez? D'accord? Comment vous les considérez? Est-ce que c'est des entrepreneurs? Moi, je pense que oui. Est-ce que c'est des aventuriers? Parfois, hein, c'est peut-être les gens qui bricolaient des gros fichiers Excel qui se reconvertissent en low-code. Est-ce que c'est des champions? C'est peut-être des futurs champions. C'est peut-être des gens qui vont, aller entraîner d'autres, montrer l'exemple, etc. Est-ce que c'est des impatients, les citizen dev? Eh bien oui, souvent. Le citizen dev, souvent, c'est quelqu'un qui a essayé de demander quelque chose côté IT qu'il n'a peut-être pas eu ou qui n'était pas au courant que quelque chose existe et qui en a besoin pour son métier maintenant tout de suite et qui s'est dit, allez, je me remonte les manches, allez, je vais m'y coller et puis voilà. Est-ce que les citizen devs, c'est des ignorants? Je pense pas, mais ils sont forcément un petit peu moins propres, moins d'équerre en termes de réalisation que les développeurs. Et je le redis, il faut savoir un petit peu l'accepter. Généralement, ils représentent de 1 à 5% de la population. D'accord? C'est pas plus. Hein. Là, va pas y avoir une vague où tout un chacun dans l'entreprise va se mettre à faire des applications. Les gens, ils ont un métier avant tout. C'est vraiment un profil particulier. Alors, on les aide ou pas? On les aide ou pas? On les aide ou pas? Alors, je vois, quid dans le chat, quid de la maintenance des applications développées par des gens métiers en fonction de l'évolution du marché. Alors, effectivement, il faut se poser la question.
Moi, je pense qu'il faut vraiment désacraliser le débat. Il faut se dire, si je lance une plateforme, je l'officialise. Est-ce que j'ai les moyens de supporter mes citizen dev ou pas? Vous n'êtes pas encore prêt parce que vous découvrez la plateforme. Vous n'avez pas les moyens parce que votre équipe IT n'est pas suffisamment grande. Il faut dire, il faut dire à vos gens, il faut l'écrire. On ne peut pas le faire. Je suis désolé, c'est pas encore maintenant. Si vous développez des solutions, vous allez devoir vous débrouiller. D'accord? Il faut le dire, il faut l'assumer, il faut être clair avec les gens. D'accord? Après, il faudra pas s'étonner d'avoir des effets de bord, des gens qui vont quand même y aller, des gens qui vont se retourner vers d'autres solutions du marché. Mais à un moment donné, il vaut mieux le dire et être clair avec les gens plutôt que d'ignorer le fait que vous avez 400 applications actuellement. Okay. Donc vraiment, ça c'est un donc voilà. Ensuite, si vous avez la capacité, on va dire, si vous avez la capacité à exploiter ce gisement de transformation digitale, moi je pense que les citizen dev, il faut définir des règles, les accompagner dans la qualification et l'exécution de leurs applications et accepter de devoir parfois les supporter parce qu'ils auront créé un monstre qu'ils ne contrôlent plus. D'accord? Donc, ça peut arriver. Vous allez avoir des demandes de support un petit peu rigolotes. Vous allez avoir le coup de la personne qui est partie et qui avait fait une application. Il faut se doter de moyens, soit internalisés, soit externalisés. Hein. Nous, on a des helpdesk avec nos clients où, voilà, ben, il y a un citizen dev, ça a dérapé, on le reprend en main, on reprofessionnalise sa solution. Donc voilà. Ok. Je vois dans le chat, il y a une question aussi sur comment on valide les applications des citizen dev avant leur mise en production. Voilà. Eh ben, on les valide pas, c'est au citizen dev de les valider. Je suis désolé, mais on peut envisager de trucs, mais fondamentalement, il n'y a pas un mécanisme qui bloque le partage d'une application tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui a mis un tampon. Ça, on n'a pas parce que c'est ce qu'il faut accepter dans le mécanisme du citizen dev. Le citizen dev, généralement, il est en équipe de 10-15 personnes. Il crée sa solution, il la lance, il demande à des collègues de tester, etc. Il faut lui dire, donner certaines règles, certaines limites. Il faut que vous puissiez les voir et voir qu'il y a une solution qui s'étend alors qu'il n'y a pas d'environnement de dev, recettes, etc. Mais il faut leur laisser cette liberté-là d'entreprendre, en fait, finalement, de créer une application, de se casser un petit peu la gueule, et ensuite, quitte à devoir les aider à se relever. D'accord? C'est une acceptation à faire. Vous ne pourrez pas exiger de vos citizens qui respectent des process de déploiement tels que vous le respectez vous-même dans les applications du quotidien. D'accord? Il y a des choses qui facilitent quand même la partie citizen dev. Donc, William, je vois bien que vous avez un souci avec la partie pipeline. Ça, il faudrait que j'en discute avec un développeur, mais un de nos développeurs, mais on pourra regarder ça. Mais on dit les environnements managés, c'est un type d'environnement Power Platform qui a comme particularité, et je vais commencer par là, d'être premium, donc de nécessiter des licences pour tous les utilisateurs de l'environnement. Et ces environnements managés vont ouvrir la possibilité d'avoir des KPI, d'avoir des mécanismes de déploiement un peu plus simples, un peu plus qui peuvent se faire approprier par les citizens, notamment des rappels et des choses comme ça. Il y a plein de choses sur les environnements managés, en fait, qui facilitent la vie. Le seul gros frein, généralement, à l'adoption de ces fameux environnements managés, c'est que même pour une petite application, il faut des licences premium. D'accord? Mais c'est une très très belle piste à explorer si vous avez des gens qui sont dotés de Power Platform, un truc, pour encadrer vos citizens. Les environnements managés, c'est franchement sympa. OK? Voilà. Donc ça, c'est important. Et à la fin aussi, je pense que les citizen dev, c'est bien, mais à un moment donné, on va pas pouvoir non plus s'imaginer qu'ils vont amener à bon port, finalement, qui vont amener à bon port des grosses applications, etc., etc. Donc souvent, les citizen dev, quand on n'en a pas, quand on ne le veut pas, il faut qu'on ait une digital factory pour répondre rapidement aux besoins des métiers. Et si on a des citizen dev, bah, il faut une digital factory pour prendre le relais quand ça devient trop compliqué. D'accord? Donc, à nouveau, hein, on se fait souvent, moi, mes clients ont souvent peur en se disant, ah, on va être submergé, etc. Ça va pas être une vague, un tsunami. Hein. Ça va être relativement progressif. Et généralement, si les citizen dev vous mettent dans les pattes des solutions qui sont utilisées, si elles sont utilisées, les gens ne développent pas et n'utilisent pas des solutions pour le plaisir. D'accord?
C'est important. Donc, en général, c'est qu'il y a du ROI derrière. D'accord? Donc, voilà. Il faut juste se préparer et il faut en discuter et communiquer. C'est très important. D'accord? Pour aller plus loin. Alors, là, on a vu un petit peu les généralités de la gouvernance. Je vais juste mettre en valeur 2-3 petites choses, et notamment la partie sécurité avancée, la partie FinOps et la partie IA. Okay. La sécurité avancée, on le sait peu, mais pour ceux qui ont des contraintes réglementaires un peu particulières, je pense notamment banque, assurance, je pense notamment à certains domaines de la défense, pas du top secret évidemment, mais voilà. Il faut savoir que la Power Platform, les environnements, on peut procéder à de l'isolation réseau. D'accord? On l'a récemment fait dans une banque. Voilà, vos services vont passer dans votre, un groupe de services va passer au sein de réseaux privés virtuels. Vous allez pouvoir contrôler le trafic. Okay. Pareil, pour ceux qui ont de fortes contraintes réglementaires, il est possible d'apporter maintenant assez facilement vos clés de chiffrement. D'accord. La technologie, la stratégie de chiffrement de la Power Platform a évolué l'année dernière. Maintenant, on peut disposer de beaucoup de fonctionnalités avec du chiffrement sans impact sur des solutions existantes. Donc, sachez-le, ça peut avoir son charme, ça peut débloquer des situations si vous avez effectivement des activités sensibles. Évidemment, on n'y mettra peut-être pas les joyaux de la couronne, mais on peut déjà faire des belles choses. Sachez également qu'il y a des travaux à faire parfois avancés. Il y a un pare-feu par IP sur les environnements, etc. On peut faire ce qu'on appelle du cookie IP binding, c'est-à-dire éviter les rejouer, les replays de cookies si vous changez d'IP parce que vous avez fait attaquer un cookie. Le conditional access de Entra ID est également valable. D'accord? Donc, je voulais juste le dire là, on ne le sait pas forcément, mais c'est des choses qui sont faisables et qui sont assez importantes. OK? Ensuite, la partie FinOps. Alors, la partie FinOps, là, il faut faire le grand écart en ce moment, puisque, en fait, on va avoir, quand je crée des solutions Power Platform, on peut avoir déjà un certain nombre de modèles qui sont basés sur l'utilisateur, sur de la licence utilisateur. J'ai une licence Power Apps Premium, je peux utiliser des applications Premium. J'ai une licence M365 Copilot, je peux utiliser des agents. Donc, il y a toute la partie gestion des licences utilisateurs. Ça, c'est comme vous en avez l'habitude. D'accord? Donc là, vous pouvez mettre votre reporting habituel si vous en avez déjà en place. Mais voilà. Ensuite, sur la partie capacité et pay as you go. La capacité, c'est quoi? Si je crée un agent, il va consommer des crédits. Super. S'il en consomme beaucoup, c'est qu'il y a du succès. Super. À vous de faire vos calculs de ROI. Néanmoins, peut-être que vous allez avoir envie de refacturer ça au service, à la direction, à la filiale qui consomme tous ces crédits, qui a mis en place cet agent. D'accord? L'unité de facturation la plus simple dans Power Platform, c'est l'environnement. Je crée un environnement pour une solution. Cette solution-là ou ces solutions-là sont à imputer sur le code coût DRH, sur le code coût de la filiale Amérique du Nord, sur j'en sais rien. C'est l'environnement Power Platform qui doit être associé à ce code coût. D'accord? D'où l'intérêt d'avoir une stratégie d'environnement solide. Et ensuite, quand vous allez acheter de la capacité, vous allez l'assigner à un environnement et il va vous falloir du reporting, de la donnée. Et ça, c'est le SEO Starter Kit et des rapports Power BI que nous, on a développés qui permettent de savoir tel environnement vous a coûté tant et tant en stockage, tant et tant en crédit, tant et tant en accès, tant et tant en robot pour que vous puissiez refacturer votre filiale, votre département. D'accord? La DSI n'est pas condamnée à tout payer. OK? Refacturer les usages. Un Citizen Dev vient vous voir avec une superbe idée d'une application premium. Parfait, installe-toi, ça va te coûter un peu d'argent. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu as ton ROI? Et de toute façon, à la fin, c'est toi qui vas payer. D'accord? Je trouve que ce mode de fonctionnement est extrêmement sain. Et on parlait de contrôle des Citizen Dev. Vos Citizen Dev, faites en sorte qu'ils ne peuvent rien utiliser de premium. S'ils en ont besoin, ils lèvent la main. Vous les captez. Vous regardez que c'est pas en doublon. Vous regardez qu'ils ont les frais de fonctionnement nécessaires, qu'ils ont bien évalué leur cas, et ensuite, allons-y vers une solution
un petit peu plus avec du premium. D'accord? Ça, c'est vraiment assez important. Donc, la capacité Power Platform, c'est le prépayé, c'est dans le centre d'admin Power Platform. Et puis, on voit une émergence forte de ce qu'on appelle le pay as you go. C'est-à-dire, tu consommes pas, tu payes pas, tu consommes, tu payes. Alors là, pour le pay as you go, c'est simple, c'est valable pour pas mal de choses chez Microsoft. Ça va se jouer au niveau d'Azure. L'environnement RH, dans lequel j'ai une application en pay as you go pour les entretiens annuels, parce que c'est saisonnier, voilà, on fait ça les janvier, février, mars. Après, il se passe plus rien sur l'application et puis ça recommence l'année prochaine. Cet environnement RH, je vais l'associer à une souscription, à un ressource groupe dans Azure RH et les coûts vont se porter à ce niveau-là. D'accord? Le ressource groupe Azure va facturer par le biais de la souscription et à vous ensuite de récupérer les cost analysis Azure. On va savoir qu'il y a une simple source de données pour aller dire, bah, écoutez, les RH, voilà votre solution cette année pour vos 3000 entretiens annuels, elle a coûté tant et tant, voilà, je vous le refacture. D'accord? Donc, il faut simplement l'avoir en tête. Là, une approche de reporting est possible. Et après, pour ceux qui ont la maturité et l'outillage nécessaire, qui ont un data warehouse, par exemple, permettant de piloter les coûts par centre de coûts, et ben là, il faut déverser les données d'usage que vous avez dans ces rapports-là, il faut les déverser dans un data warehouse. OK? Et généralement, quand on refacture les licences aux utilisateurs, enfin aux services usagers, ben, en général, ça détend énormément les discussions entre l'IT et les métiers. Il y a des solutions, je le conçois, c'est un peu compliqué là d'avoir 3 manières, on va dire, de facturer les choses, mais voilà, ça se met en place et une fois que c'est en place, c'est bon. Okay. Et puis, qu'est-ce qu'un webinar sans parler d'IA? Actuellement, ben voilà, ça se fait pas, c'est pas poli. Il faut aussi savoir que la Power Platform et notamment Copilot Studio, eh bien, ça devient une des briques essentielles de l'agentique Microsoft. D'accord? Et donc, quand on voit que dans Microsoft 365, on a Copilot Chat, on a M365 Copilot, si vous voulez créer des agents autonomes qui peuvent avoir accédé à des sources de savoir hétérogènes, déclencher des actions, appeler d'autres agents, bref, faire de la vraie IA agentique, et bien tout ça, ça tombe dans le giron de la Power Platform, puisque Copilot Studio n'est rien d'autre qu'un des artefacts de la Power Platform. Et en ouverture, tout ça va être supervisé par Agent 365, qui est encore en preview, mais je vais vous montrer ça rapidement. Donc, pour ceux qui ont déjà la Power Platform avec une bonne gouvernance, ou pour ceux qui se disent, bon, moi, je voudrais bien la Power Platform, mais juste pour faire des agents, sachez que, voilà, il y a vraiment un enjeu là-dessus. Les agents Copilot Studio sont impactés par le paramétrage de la plateforme, sont soumis aux fameuses DLP de la Power Platform. Ils consomment des crédits Copilot Studio, sauf pour ceux qui ont déjà la licence M365 Copilot, et ils sont créés dans un environnement Power Platform. Donc, contrôler la Power Platform, c'est contrôler les agents Copilot Studio. D'accord? Donc, je vous donne quelques exemples rapides. Voilà. Par exemple, pour les agents, on peut utiliser des DLP pour bloquer les canaux de diffusion des agents auprès de WhatsApp. On peut créer des DLP pour interdire des agents qu'on pourrait consommer sans authentification. On peut bloquer l'utilisation de l'ordinateur par les agents. On peut autoriser ou bloquer des modèles tiers. Vous savez que Microsoft est dans un virage multimodèle. Si vous faites du Copilot Studio avec Anthropic, c'est maintenant possible, mais il y a des contraintes géographiques. Vous pouvez autoriser ou non la création d'agents pour dire, pour l'instant, il n'y a qu'un groupe de pilotes formés qui va faire des agents. Donc, si votre plateforme est déjà gouvernée, faites une rapide revue sous l'angle agentique, adaptez vos trucs. Il y a un petit peu de travail. À nouveau, on parle de cases à cocher et de DLP pour avoir l'esprit tranquille. D'accord? Et pour donner la vision encore une étape plus loin sur l'agentique et la gouvernance au-delà de la Power Platform, il faut savoir que tous les agents que vous allez créer dans Copilot Studio vont être visibles par Agent 365, donc la brique de supervision des agents Microsoft, où finalement vous allez pouvoir voir tous vos agents, regarder comment ils sont utilisés, à quelle source de savoir, etc. Ils accèdent et donc ça va être, c'est d'ores et déjà compatible. Vous voyez que dans ma
ma carte des agents de mon tenant, je vois bien mes agents Copilot Studio qui sont ici et je peux savoir ce qu'ils font, etc. avant de retourner dans le SEO Starter Kit, d'investiguer et de savoir qui a fait cet agent. D'accord? Donc tout ça, vous allez pouvoir vraiment avoir déjà une supervision globale de vos agents et des éventuelles interactions entre tous les types d'agents. D'accord? Donc ça, on est sur le programme Frontier, ça arrive. Et en termes de vision, pour aller encore plus loin, vous avez peut-être déjà entendu les annonces de l'IA Tour. Effectivement, les agents vont avoir une identité un petit peu à l'instar d'un utilisateur humain. D'accord? Donc, vous pourrez leur attribuer des accès conditionnels, vous pourrez leur attribuer des permissions sur des sources de savoir, etc. Donc, le monde de l'agentique bouge beaucoup. Et ça va donc beaucoup bouger sur la Power Platform. Et donc, comme d'habitude, tenez-vous au courant, faites de la veille et n'hésitez pas de temps en temps à faire un petit tour d'horizon des nouveautés et puis un petit tour d'horizon de votre paramétrage plateforme. OK? Voilà, j'arrive quasiment à la minute près sur le timing. Si vous êtes prêt à gouverner, nous, notre vision, on a une offre, évidemment, hein, vous sentez bien le piège se refermer, mais voilà, effectivement, nous, on a une offre, mais je voudrais aussi, par le biais de cette présentation d'offre, vous faire comprendre que mettre en place une gouvernance Power Platform, c'est pas forcément, on va dire, un chantier pharaonique, d'accord? C'est pas forcément un chantier pharaonique. Nous, on a une base de gouvernance avec vraiment le minimum vital pour mettre en place vos premiers agents, vos premiers use cases ou carrément d'époque. Celle-là, ça se met en place très rapidement, en moins d'un mois, quelques ateliers, l'installation du SEO Starter Kit, c'est fait. D'accord? Ensuite, nous, on voit la gouvernance avec une partie core qui, elle, est un peu plus longue. C'est là qu'on détermine les stratégies d'environnement, les stratégies de DLP, les gammes d'usage, ainsi que le RACI. D'accord? Une fois qu'on a atteint cette base-là, on va pouvoir éventuellement, selon les enjeux, venir développer notre partie maker ou notre partie pro dev. D'accord? Certains clients font les deux en même temps. D'autres se disent, je me mets juste en sécurité. D'autres vont dire, d'abord, je fais les pro dev, je capitalise un an mon expérience et ensuite, j'ouvre au maker. D'accord? Ça, c'est totalement open en termes de démarche. C'est vraiment à vous de voir en fonction de vos enjeux. OK? Et après, tout ça, il faut le savoir, hein, on vous l'a dit, on est partenaire Microsoft. Tout ça, c'est évidemment éligible à des financements Microsoft. Pourquoi? Microsoft, en gros, va vous financer pour que vous puissiez mettre en place la plateforme et que vous l'utilisiez. D'accord? Donc, c'est un financement de type win-win. Je vous finance la mise en œuvre de la plateforme et après, logiquement, si tout se passe bien, vous consommez des capacités et des licences. D'accord? Donc, renseignez-vous. On peut vous donner toutes les informations relatives au financement Microsoft si vous êtes éligible. Il n'y a pas de souci. Hein, on a toutes les informations. OK? Voilà. Et j'en finis sur nous contacter, que je vais laisser afficher ici. Voilà. Et peut-être parcourir un petit peu les questions. Donc, William, hein, je conçois tout à fait, effectivement, la partie pipeline. Il faudrait quasiment se mettre en face d'un écran pour pouvoir voir ce qui ne va pas. Je le répète sur la validation des applis en mise en prod, notamment pour les citizen dev, la redondance d'appli. Luc, je crois qu'il faut savoir, d'une part, accepter. Je pense qu'on n'arrivera pas à faire le perfect, à jamais avoir de doublons. Il faut observer sa plateforme, il faut être attentif. Et effectivement, il faut faire en sorte que. Voilà. OK? Et on a lu que Microsoft envisageait de remettre la licence Per Apps. Ah, je vois qu'il y en a un qui a été effectivement embêté par ça. Ouais, ça nous embête aussi. Je n'ai pas d'informations. On n'a pas encore de bruit de couloir sur le fait qu'ils la remettent en place. La licence Per Apps, c'était une licence d'entrée qui était très agréable. Hein. Un utilisateur, une apps, un coup par mois. C'était pratique. Malheureusement, dans Frédéric, j'ai pas de bruit de couloir encore à vous partager. Mais on n'y manquera pas si jamais ça arrive à nos oreilles, puisqu'on l'aimait vraiment beaucoup, cette licence. Voilà. Il me reste plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter bon appétit pour ceux qui sont sur le même fuseau horaire que nous, et puis n'hésitez pas à revenir vers nous. Thibaut vous a mis tous les liens vers les supports, etc. Et puis au plaisir de se recroiser autour d'un SEO Starter Kit à analyser ou à auditer, avec grand plaisir. OK? Merci encore, Adrien. Bonne journée Belle à tout le journée à monde. Un très tous. bon appétit. Allez, à bientôt. Au revoir À à bientôt. Au tous. revoir.